Anouar Toubali et Franck Gastambide sont nos invités ce matin. Vous êtes tous les deux à l'affiche du film Medellín, qui est dispo, ça y est, sur Amazon Prime Video. Film, je le disais, que tu as réalisé, donc aussi Franck. Alors c'est une histoire complètement barrée, celle d'un youtubeur fasciné par Pablo Escobar qui part en Colombie sur les traces du trafiquant de drogue et fondateur du cartel de Medellín. Sur place, il est pris en otage et les galères commencent. Bande annonce. Tout a commencé il y a 3 jours, avec cet appel. Ouais, Reda. Viens tout de suite. L'enlèvement de ce jeune influenceur Par des hommes du cartel de Medellín. Tu vas me laisser aller seul sauver la vie de mon petit frère? On va pas aller à deux affronter les mecs du cartel de Medellín. Vous n'êtes pas à deux, messieurs. Je suis là. Bon, ok, on est deux. Ces mecs-là, c'est pas les petits du quartier à qui tu mets des coups de pression. T'insinues que je mets des coups de pression qu'aux petits? Ok, rien, vas-y, Rebé. Tienes mi hermano? Tenemos un narco! C'est quoi ce bordel? On est complètement parti en couille, là. Une comédie d'action comme on adore. Alors sur Insta, j'ai vu que tu disais, Franck, que c'était le tournage le plus incroyable de ta carrière. Pourquoi ? Pour plein de raisons. D'abord, ce pays incroyable dans lequel on a eu la chance de tourner. Ce film avec des voitures, des bateaux, des hélicoptères. Enfin, c'est le rêve de gosse. Et puis j'emmène mes meilleurs potes, Anouar et Ramzi, tourner avec Mike Tyson dans le genre truc invraisemblable. Il y a quand même ça dans l'histoire de ce film, c'est que Mike Tyson est avec nous. Ouais, alors on va en parler justement. Vous avez tourné dans le quartier de Pablo Escobar, celui qui l'a construit. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y avait une petite appréhension quand même ? Parce que c'était quand même un des lieux les plus dangereux il y a une trentaine d'années. Ouais, complètement. Eh ben, ça ne l'est plus. Ouais. J'en ai d'ailleurs beaucoup parlé avec eux, on en a beaucoup parlé avec eux. Eux, ils nous ont dit, on a tellement connu la guerre que la seule chose qui nous intéresse, c'est la paix maintenant. Et on a pris des leçons de vie là-bas, on a adoré tourner dans ce quartier, on avait du mal à en partir le soir, on restait beaucoup avec eux. Et puis eux, ils ont pris ça comme un cadeau, comme une chance qu'on tourne dans leur quartier. Alors évidemment, on fait travailler toute l'économie locale, tout le monde travaille avec nous, tout le quartier travaille avec nous, mais surtout... pour la première fois, les gamins de ce cartel ont assisté à un tournage de film. Donc, humainement, c'était vraiment une belle aventure. C'est le premier film qui se tourne là-bas ? Ouais, écoute, d'abord, il faut savoir que Escobar a évidemment laissé une très mauvaise image de cette ville qui est merveilleuse, qui est Medellín. Et ce quartier encore plus, puisque c'est un quartier qu'il a fait construire un peu pour manipuler le peuple, pour être concret. Ce sont des gens qui ont rien, et dès que tu donnes un peu à des gens qui ont rien, ils ont une reconnaissance à vie, et c'est ce qui est le cas là-bas. Mais ce quartier est un peu mal vu, parce qu'il porte le nom d'Escobar, et qu'en Colombie, on a envie d'oublier ce nom-là. Donc c'est un peu un quartier de laissé pour compte et c'est aussi ce qui a fait que c'était encore plus beau de tourner là-bas. Et c'était important pour vous de faire vraiment bosser les gens sur place localement parce qu'il y a des productions qui ne le font pas. Vous, c'était un truc primordial ? Ouais, d'abord c'est en général toujours comme ça que ça se passe et puis surtout sont les mieux placés pour travailler dans leur quartier. Ils connaissent leur quartier par cœur, ils savent gérer les potentiels problèmes, ils sont toujours de bons conseils. Donc, et puis surtout... surtout, c'est un pays qui aime le cinéma, qui en fait peu, et pour eux, c'était un kiff, quoi. Moi, j'ai des souvenirs de l'école qui s'arrêtait pour assister au tournage. Ouais. Enfin bon, c'était humainement des beaux moments. Adam, t'avais une question ? Ouais, est-ce que t'as rencontré des vrais sicarios? Genre des sicarios. Ils sont venus, ils t'ont fait « Hola, Frankie ». T'as eu droit à des Hello Frankie. Écoute, non, en fait, alors je vous raconte des trucs on va pas me demander ça dans d'autres radios, je pense. Non, il y a un mec que j'adorais qui avait très envie de travailler dans le cinéma et du coup, dès les repérages, je l'ai vu, il avait un t-shirt Amazon ou Netflix qu'il avait récupéré. Enfin bon, tu vois le mec qui a faim, qui rêve de travailler dans ce milieu. Et du coup, je l'ai pris sous mon aile. Ouais. Et ensuite, on m'a dit, mais tu sais son métier, c'était quoi lui avant ? Et ils m'ont dit, lui, il conduisait les motos pour les mecs qui allaient descendre des gars. Tu vois mais en fait, c'est leur vie. Et du coup, nous, ça nous paraît fou. Et heureusement que ça nous paraît fou. Mais malheureusement, c'est un peu leur vie. Et ce mec, il rêvait de cinéma. D'ailleurs, là, il est parti faire une école à Miami et tout. Je suis très, très content pour lui. Mais c'est vraiment un mec du pire barrio de Medellín qui rêve de cinéma, qui connaissait le cinéma. Et... tu vois ce genre de gars, c'est comme quand on fait valider dans un quartier, tu vois très bien celui qui a faim, tu vois très bien celui qui vient et dit s'il te plaît prends-moi avec toi juste pour que je regarde. Et celui-là... tu l'as pris sous ton aile comme ça hein. Il est resté tout le tournage avec nous. Cool. Et ultra efficace, tu sais, ce genre de gars où tu sais que tu peux compter sur lui. et c'est comme ça que ça marche dans la vie, c'est quand t'as faim, tu vois. Et en fait, son job... avant ça, c'était de conduire les motos pour les mecs qui allaient descendre des gars, quoi. Ouais. C'est ouf. Alors, c'est une comédie parce qu'il y a des vannes, c'est très drôle. Et il y a aussi de l'action avec ces explosions, ces courses-poursuites. On sent que tu t'es fait kiffer quand même. Hein. Ah bah ouais.
Il y a des rêves. C'est le rêve de gosse, quoi. Ah ouais, c'est le rêve de gosse, mais en vrai, bon, après, on aime ou on n'aime pas ce que je fais, c'est même pas le débat, c'est juste que malgré tout, chacun de mes projets a rencontré son public et Validé, comme vous le savez, était un gros succès. Ouais. Et tout ça, permet qu'à chaque fois tu montes un petit peu plus. Pattaya était un film pas très cher, Les Kaira encore moins cher. Validé était une série qu'on a fait avec pas beaucoup d'argent, mais puisque tout ça a marché, on finit par te donner plus de moyens pour faire un film encore plus ambitieux. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et comment ça va être Star Wars, non? Ouais, il reste du chemin. Comment vous avez géré les cascades? D'abord il faut rendre hommage aux cascadeurs parce que la vérité c'est que nous on est des clowns, hein, tu vois. Il y a Anouar qu'on a testé une d'ailleurs. Ouais, j'allais le dire. C'est vrai, racontez peut-être comment ça s'est passé. Alors, tout le monde a des doublures cascades, mais moi, je suis reconnu aussi dans ce milieu pour mes talents de cascadeur. Oui, c'est vrai. On a vu la vidéo sur Instagram. En fait, c'était juste à la base cette cascade-là qui a quand même un peu buzzé sur les réseaux. Pour expliquer, tu sautes d'un toit et tu t'éclates contre un autre toit. Et c'était pas du tout prévu. T'éclates bien contre. En fait, à la base, cette cascade, c'était une petite cascade. En fait, à la base, c'est une cascade toute balourde. Mais vu qu'il pleuvait, j'ai glissé. Et Franck, il a dit, on la garde. On a vu que t'étais pas du tout compatissant, quoi. T'étais éclaté avec Ramzy. Franchement, c'est Ramzy qui m'a entraîné. Je sais très bien que c'est pas moi. C'est que, non, ce qui est horrible, c'est que il est câblé et tout. Et il s'est loupé et il s'est éclaté contre le mur. C'est-à-dire que t'as le câble, t'es obligé, le câble il t'emmène et bam, il s'éclate contre le mur. Et nous, en fait, le rire a été plus fort que la peur. Donc, on est tombé, parce qu'on l'a entendu, bam! On est tombé par terre de rire avec Ramzy avant même de savoir si c'était grave ou pas, l'accident. Bon, c'était pas grave, il est costaud. Mais c'est vrai, il a pas de doublure, mais évidemment, c'est plus dur de trouver des doublures d'Anouar. Donc, il doit se cogner ses cascades tout seul. En plus, en vrai, j'adore faire les cascades, moi. C'est vraiment le truc qui fait que t'es... en fait, c'est le truc qui fait que tu fais du cinéma, quoi. Et prendre conscience que tu es en train de faire du cinéma. C'est Tom Cruise, quoi. Et je kiffe, Mais t'as tenté une école de cascadeur pour pouvoir te doubler toi-même, en fait? Non, c'est inné. Ah ouais, c'est un talent, quoi. Mais je me rappelle très bien que quand même, quand t'as tapé le mur et que ça aurait pu être grave, quand tout le monde a été en panique, attention, il y a eu un accident, et que Ramzy et moi, on est tombés par terre de rire, de mal au ventre de rire, on l'entend qui fait vous êtes des fils de pute, là. Et Franck, on parlait de tes rêves là dans le film, il y a quand même beaucoup de rêves. Moi, ce qui m'a marqué, tu vois, c'est très populaire, quoi. C'est Fast and Furious, c'est 24 heures chrono, peut-être un petit peu Taken, tu vois. Et ça, tu le revendiques en fait presque d'avoir cette touche populaire un petit peu. Ouais, et puis on a tous nos rêves. Et moi, c'est le cinéma que j'aime. C'est vrai, mes films, ils vont pas au César, ils vont pas aux Oscars. Je fais ce que j'aime et ça marche. Et ouais, je fais ce que je kifferais aller voir au cinéma ou sur Prime Video. C'est ça, ouais. Ouais, mais c'est que tu l'assumes en fait. T'essayes pas de faire un truc pour plaire à ceux qui ne sont pas de ton public, quoi. Tu vois, c'est. Non, mais tu sais, la vérité, on est plus nombreux à aimer le cinéma populaire, comme son nom l'indique, que le cinéma d'auteur, un peu chiant. Mais après, j'en ai fait en acteur des films comme ça et c'est super. Mais j'ai la chance de pouvoir faire les choses que j'aime, comme quand je fais Validé, c'est parce que le rap, c'est la musique que j'écoute, que je fais des clips de rap depuis que j'ai 20 ans, donc ouais, j'ai la chance de pouvoir traiter des sujets que j'aime. Et puis la grosse comédie d'action comme ça, c'est des choses qu'on fait pas beaucoup, parce qu'on n'a pas trop cette culture-là en France, tu vois. Et super, moi c'est ce que j'aime, donc je m'y colle. Et les critiques, est-ce qu'elles peuvent te toucher? Parce qu'il y en a, quoi. On dit, ouais, c'est encore un truc de Gaston Bide, tu vois. Ouais, mais ça, c'est plutôt un compliment, ça. Ouais. Quand on commence à dire c'est un truc de Gaston Bide, ça veut dire qu'il y a que t'as ta place. Ouais. Donc c'est super. Ouais. Non, après, l'époque est comme ça. Et puis, moi, je prétends pas faire l'unanimité. Tu vois, chacun ses goûts. Encore plus avec l'humour qui est très segmentant. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes d'humoristes. On aime chacun des trucs différents. Tu vois, j'en veux pas aux gens qui aiment pas ce que je fais et je suis très content qu'il y ait plein de gens qui aiment. Sur le casting incroyable, donc tu disais Mike Tyson, comment t'as fait pour qu'il soit là, et j'ai cru voir que tu avais dit que jusqu'au dernier moment vous saviez pas s'il allait venir. C'est vrai? En fait, on savait parce que des contrats étaient faits et tout, mais ça paraît tellement fou. Ouais, t'as quand même douté jusqu'au dernier moment. Quand il arrive, quoi. Il serre la main à Anouar, il fait un hug à Ramzy. Je me dis, mais c'est le métaverse. On est vraiment en train de faire ça. Il y a Mike Tyson sur le tournage. Et c'est un vrai rôle, hein, c'est pas juste non, mais il est là, il joue, il vous vanne, il vous met des sacrées gifles. Ouais. Non, mais merci de le dire parce qu'en vrai, s'il avait été juste là, ça aurait quand même été mortel. Mais
c'est notre sauveur, il a un rôle essentiel. Ouais, et surtout, le vrai kiff pour nous, c'est que, enfin, Anouar va confirmer, j'espère, mais il a pris les choses au sérieux. Il connaît son texte parfois bien mieux que Ramzy, sans citer Ramzy, évidemment. Ouais. J'ai cité Ramzy là. Non, mais il a pris les choses très au sérieux, il connaissait son texte. Il a même donné des impros aussi. Hein, donc, c'est pour te dire c'est pas genre il faisait son texte. Après, il a donné de sa personne. Ah non, il a donné de sa personne, il a rigolé avec nous. Mais comment tu diriges Mike Tyson? Tu dis refais? Mais je te jure que il lui a donné des directives. S'il te plaît, déjà. C'est vrai, c'est complexe, c'est vrai. Non, mais la vérité. T'as toute l'aura, tu vois. On était tous ultra impressionnés. D'habitude, Ramzy met sur ça. Là, Ramzy était éteint complètement. Et j'étais tout seul avec mon mauvais anglais. Et mais la vérité, c'est que les gens qui connaissent la carrière de Tyson savent que c'était un mec qui a toujours été un peu, ça paraît fou à dire, mais un peu peureux. Il a toujours dit qu'avant de rentrer dans le ring, il était mort de peur, tu vois. Et là, le premier jour, il était inquiet en fait de mal faire, il avait peur de pas être à la hauteur. C'était même assez touchant, tu vois. Et puis au fur et à mesure du temps, il s'est détendu et ça a permis les impros, notamment la scène des claques qui n'était pas prévue, tu vois. Mais c'est important de dire qu'il s'est prêté au jeu parce que évidemment dans ces moments-là, les gens ils disent ouais, ben c'est juste une grosse quicheta. La vérité, c'est que c'est pas des gens qui ont besoin d'argent, donc. Évidemment qu'il est payé et c'est bien normal. La seule chose, c'est qu'il faut que tu lui donnes envie en plus de ça. Ça veut dire que le scénario lui a donné envie, que vous, la prod, lui avez donné envie aussi. Quoi. Et puis moi, j'ai écrit des lettres, il se renseigne sur qui tu es. Il y a un truc qui sonne un peu dans la tête des Américains, c'est bon, c'est un réal français un peu à la mode. Ah oui, comment t'as fait pour le contacter à la base? Des lettres, tu dis? Ouais, t'écris. Alors, il y a un truc pour reconnaître, c'est que Prime Video, c'est un studio américain, ça permet ça. Je sais pas si j'avais fait un film en salle pour la France, si j'aurais pu toucher Mike Tyson. En tout cas, avec un studio américain, c'est possible, puisque les gens de Prime Video en France appellent les gens de Prime Video à Los Angeles, qui appellent l'agent de Mike Tyson en disant bah il y a des Français là, ils sont fans de toi de ouf, ils ont écrit un truc pour toi. Donc ils se renseignent sur toi. Il y a un truc qui compte un peu, c'est que malgré tout, encore une fois, qu'on aime ou pas ce que je fais, à chaque fois c'est des succès. Et pour des Américains, ça compte de dire bah c'est un Français qui a la win, ouais, tu vois, qui est un mec qui fait des succès, des audiences et tout. Et alors ça va vous étonner, mais moi ensuite j'ai beaucoup parlé avec lui. Il y a deux trucs qui l'ont marqué dans le parcours, c'est les animaux, parce que lui il est très proche des animaux, il élève des pigeons et tout ça. Et toi t'as commencé comme ça. Et le fait que c'est un mec qui dressait des pitbulls et ça l'a touché. Et l'autre truc, c'est une série sur le rap, parce que vous savez qu'il avait un rapport avec le hip-hop très proche. J'ai même osé lui parler de Tupac, par exemple. Tu vois. C'est parce que c'est ça, quand il y a Mike Tyson qui arrive, tu vois tout ça. Tu vois le mec qui était proche de Mohamed Ali, tu vois le mec qui était proche de Tupac. C'est fou en fait. Quand tu t'as donné des petits trucs sur Tupac ou pas? En fait, le troisième jour, parce qu'au début, j'osais à peine lui parler. Et après, il se détendait. Et puis après, je dis ça que sur Move, mais il fume des trucs qui le mec de très bonne humeur. Il fume des trucs incroyables, tu vois. Et donc, souvent l'après-midi, il était détente. Il avait fumé un kiki à la pause, tu vois. Et il arrivait en détente de ouf. Et ouais, à un moment, j'ai osé lui parler de Tupac et de quel est son... Qu'est-ce qui reste, tu vois. Et en fait, c'est un sujet un peu tabou pour lui quand même. Parce que vous le savez, il est mort après le combat de Tyson. Et en fait, ce soir-là, ce que nous raconte Tyson avec Ramzy, c'est que il dit à Tupac, ce que je vous dis, c'est Mike Tyson qui m'a raconté ça, c'est complètement fou. Pendant que je vous le dis, je me rends compte que c'est vraiment fou. On est sur le canapé entre deux prises et on parle de ça. Et il me dit, la seule chose où je m'en veux, c'est que Tupac vient à mon combat. Et le deal, c'est, si je gagne, après on va faire la fête. Et il vient d'avoir un enfant, Tyson. Et sa femme lui dit non, s'il te plaît, tu restes, tu sors pas. Je pense qu'elle sait que quand il sort, Tyson, c'est des dingueries. Donc elle lui dit non, tu sors pas, tu restes avec moi. Donc il dit à Tupac, on va pas sortir, désolé, je sors pas. Du coup, Tupac part sans lui. Après, ce qui est arrivé serait peut-être arrivé dans d'autres conditions, mais ils devaient sortir tous les deux. Ils ne sont pas sortis ensemble. Il part. Et après, il se passe concert à la sortie. Donc il y a encore ce sentiment de culpabilité en lui qui est présent, quoi. Et il a concrètement employé ce mot-là, Alors, on parlait de Mike Tyson, qui est évidemment dans le film, mais il y a un autre Américain, Raymond Cruz. Merci parce d'en que parler. moi, je l'ai reconnu, et j'aimais trop la série Major Crimes, donc je l'ai reconnu. Il était dans Breaking Bad. Ah, toi, aussi. Tu l'as reconnu de ça. Ouais. Mais c'est drôle parce que c'est tellement c'est ce qu'on appelle les seconds couteaux d'Hollywood. Tu vois, c'est un mec qui a fait plein de choses. Ouais. Les gens nous en parlent beaucoup pour Breaking Bad, en fait. Ouais. Tu vois, parce que c'est Moi, le méchant de Breaking Bad. J'étais un peu moins Breaking Bad, mais je l'ai reconnu. Comment il a fait aussi pour se retrouver là, c'est dingue. Eh ben, on a demandé gentiment. Il joue le méchant, il le joue très bien en plus.
Ouais, mais je rêvais de l'avoir en fait. Pour moi, c'est le mec de Breaking Bad, tu vois. Et puis surtout, ça nous permettait de lever le niveau du film d'un coup, quoi. Tu vois, on a Mike Tyson avec nous, notre méchant, c'est la star de Breaking Bad. Bon, tout ça était un peu fou, et évidemment, Anwar Toubali. Il y a encore des gens avec qui tu rêves de tourner ou pas? Ouais, plein. Mon idole absolue, c'est Stallone. Voilà, ça sera la fin du jeu. J'aurais fini le jeu. Ouais, c'est Rocky. Mais après aussi plein d'acteurs français et voilà. Mais en fait, j'ai surtout envie de faire d'autres choses comme ça. On a pris un plaisir incroyable à faire ce film. C'est le film que j'ai préféré faire. C'était fou de me retrouver avec mes potes parce que c'est ça aussi la métaverse là. C'est que je suis avec mes potes. Et on est au fin fond de la Colombie à faire exploser des voitures, à jouer avec Mike Tyson. Il n'y a que le cinéma qui peut te permettre des trucs pareils. Vous avez l'habitude de tourner ensemble, même avec Ramsey, avec Pattaya, les Kaira et tout. Vous étiez déjà ensemble. Est-ce que ça facilite le jeu, en fait, de vous connaître aussi bien ou pas? Ouais. Non, Franck, il nous connaît mieux. Même lui, il progresse aussi au fil du temps dans la direction d'acteur. Donc, il connaît nos faiblesses, il connaît nos points forts aussi. Ouais, c'est surtout ça, en fait. C'est que quand j'ai une idée de vanne ou de scène, très vite tu te dis bon, avec qui ça va être le plus drôle. Il y a des choses qui sont évidemment plus drôles avec Anwar, des choses qui sont plus drôles dans la bouche de Ramsey. Voilà, et c'est du sur-mesure à chaque fois. Donc ça facilite même dans la création du film, ça facilite. C'est pas juste au moment du tournage où c'est drôle de tourner avec tes potes, c'est même dans l'écriture du film. C'est dès l'écriture, j'écris pour eux, ouais. Et il y a aussi Cyril Gane et Ragnar. Parce que t'avais pas pu l'avoir pour l'autre film, et là ils sont venus quoi. Il y a une petite apparition. Je fais venir mes potes, Ragnar il vient faire ce qu'on le préfère, vraiment ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire il se prend une énorme claque de Ramsey. Et Cyril, pour la petite histoire, Cyril, vous savez c'est mon ami, on devait avoir il devait avoir plus de temps, il devait avoir un plus gros rôle, c'est ça la vraie histoire. Et ensuite il y a la date de l'UFC Paris qui est tombée. Et il m'a dit frérot, je peux pas venir faire le con 2 semaines avec toi, il faut que je m'entraîne. Et il a bien fait puisque c'était incroyable l'UFC Paris. Mais du coup il est venu faire un clin d'œil. Alors c'est fou parce qu'à la fin du film on se dit il y aurait pu avoir écrit inspiré de faits réels vraiment, parce que les youtubeurs qui se mettent en danger comme ça pour des vidéos, pour le buzz, ça arrive et ça fait parfois la une de l'actualité. C'était un peu le but, vous êtes inspiré de quelque chose, vous vous êtes dit il y a quelque chose à dénoncer derrière tout ça? En tout cas il y a des choses à raconter qui sont, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais c'est vrai, cette époque est un peu folle sur ce que sont prêts à faire certains pour le buzz, pour des vues, pour des choses parfois qui rapportent même pas un centime, qui sont juste pour que des vues, c'est complètement absurde. Donc je voulais en filigrane parler un peu de ce sujet-là, et puis aussi parler de la fascination que parfois on a, en tout cas de l'admiration pour les mauvais garçons. Et j'ai toujours trouvé ça un peu étonnant, et quand tu vas traîner en Colombie, tu te rends compte qu'ils détestent tous Escobar, et qu'a priori ils ont quand même tous raison, puisque c'est quelqu'un qui faisait des choses méchantes, mal, graves, c'est quasiment un terroriste en fait. Et je comprends qu'il y ait de l'admiration pour Escobar parce que je comprends qu'il y ait de la fascination, mais je comprends pas qu'il y ait de l'admiration, tu vois. Alors Medellin, c'est dispo donc aujourd'hui sur Prime Video. Où est-ce qu'on en est de la saison 3 de Validé, Franck? Alors écoute, là... Parce que nous, on a kiffé aussi, alors on attend. Merci, et puis surtout... tu as tourné ici. J'ai tourné ici. Et on t'en remercie. C'est dans ma tête, c'est pas fait. Mais c'est dans ma tête. La vérité, c'est que, vous le savez, le milieu du rap, c'est un milieu quand même où on y laisse un peu d'énergie. Bien sûr. Donc, d'un coup, ça te crée des problèmes, tu savais même pas que c'était possible. Donc, je me suis un peu épuisé de ça. Et puis surtout, la saison 1, la saison 2 ont été des succès énormes, et j'avais envie de faire autre chose. Et puis l'autre chose, la vérité vraiment, c'est que Validé, on fait ça avec pas beaucoup d'argent, en vrai, tu vois. C'est pas beaucoup d'argent. Et j'ai passé 3 ans de ma vie à faire Validé sans aucun regret vu le succès que ça a été. Mais là, j'avais très envie de faire autre chose. Et le fait de faire autre chose peut donner envie d'y revenir. Donc peut-être. Alors c'est fou parce que j'ai vu qu'elle a été rachetée il y a quelques mois par la plateforme HBO Max. Ça veut dire qu'elle va être diffusée partout dans le monde. Dingue, fierté là. Ouais, fierté, et puis fierté pour le rap français, quoi. C'est quand même cool parce que vous le savez, puisque Move y est, mais c'est vraiment une série dont le but était qu'elle soit proche de la réalité, que ce soit une espèce d'insertion pour les gens qui connaissent pas, on les emmène dans ce milieu du rap où chacun joue son propre rôle, et ça reste très français, donc se dire que HBO l'a acheté, c'était un kiff incroyable, quoi. Et puis ça a dévoilé aussi des rappeurs. C'est vrai qu'Attic, il a été connu du grand public grâce à Validé. Par contre, comment t'expliques que Letty, par exemple, qu'on voit dans la saison 2, qui chantait ça, Rider toute la night. On va rider toute la night.
Et pas eu autant de succès derrière qu'Attic, alors qu'elle fait du rap, elle est exceptionnelle dans son domaine. Comment tu t'expliques ce succès à demi-teinte en fait entre Attic et elle? Bah écoute, d'abord, il y a le sujet de la série qui est... Le sujet de la saison 2, c'est que... les femmes dans le rap. Les femmes dans le rap. Et on vit ça, en fait. On vit ça. C'est-à-dire que oui, Attic a explosé, Letty moins. Est-ce que c'est parce que c'est une femme? Tu penses que ce que tu dénonces, c'est ce qui est arrivé ce que tu dénonces dans la saison 2, c'est ce qui est arrivé dans la vraie vie? En tout cas, les chiffres le prouvent, ça c'est sûr. Après, il y a une autre réalité sur Attic, c'est que, vous le savez, c'est un très gros bosseur. C'est-à-dire qu'Attic, il sort un album, le lendemain d'avoir sorti l'album, il est en studio en train d'en enregistrer d'autres. Letty, elle a une manière de travailler probablement différente. Et est-ce que tu as eu quelques appréhensions au tout début quand tu as voulu lancer Validé? Parce que tu le disais, c'est un milieu qui n'est pas facile et il faut savoir accepter les critiques virulentes. Est-ce que tu y as pensé avant de lancer ça ou pas? Écoute, j'y ai pensé, je m'y suis préparé, mais j'étais pas prêt. Jamais prêt. C'est vrai? Ouais, c'est beaucoup quoi. C'est beaucoup, mais en fait, ça a généré des passions. D'abord, il faut rappeler que c'est sorti pendant le confinement, donc une période très chelou de l'humanité où on était tous enfermés chez nous. Le succès a été en fait un peu phénoménal, quoi. C'est-à-dire que tout le monde sait ce que c'est Validé, même les gens qui aiment pas le rap. C'est ça qui a été fou, c'est ça, parce que c'est une histoire humaine aussi avant tout, donc ça a touché des gens qui n'aimaient pas forcément le rap de base, quoi. Ouais, complètement. Et ça a été d'ailleurs la vraie victoire de la série, c'est que ça a touché plein de gens qui connaissaient pas le rap. Donc ouais, c'était fou. Et à chaque fois que tu t'exposes à ce qu'on t'aime et à ce qu'on t'aime pas. Même si t'as rien fait pour qu'on t'aime pas, y a quand même des gens qui vont pas t'aimer. Et puis la série, à un moment, un succès aussi énorme, ça génère aussi de la jalousie, des frustrations, de la haine, de la bêtise. Et puis surtout, il y en avait beaucoup qui te connaissaient pas, qui savaient pas que tu avais par exemple participé au clip Pour ceux de Mafia Cafri et tout, qui savaient pas que, je vais la faire courte, que tu avais de la street cred. En fait, tu vois. Mais ceux-là, je les ai toujours compris. Et si je fais un retour en arrière, au moment où il faut aller convaincre Nino, Lacrim, Rimka, Rof, tous ces gens, à un moment, ils se disent mais il va faire quoi? Il va encore faire un truc avec des nains et avec parce que et voilà. Et je fais des comédies, donc des comédies parfois c'est caricatural, etc. Et j'assume tout ça. Moi, je revendique qu'il faut qu'on ait un peu de second degré et qu'on puisse rire de nous. Mais c'était normal qu'il se pose la question de comment il va traiter le milieu du rap, tu vois. Mais oui, tu l'as dit, ça fait depuis que j'ai 20 ans, je travaille là-dedans. Tu sais, pour la petite histoire, je réalisais sur MTV une émission qui s'appelait Check ton bouti avec Cut Killer et China, tu te rappelles de ça? Bien sûr. Et en fait, j'avais 20 ans ou 21 ans, j'avais ma petite caméra et on faisait tous les clubs de province avec China et Cut Killer et tout le rap français qui venait faire des interviews. Donc, en fait, je baigne dedans depuis le début. Dans les Kaira, tu parles de Pour ceux, mais dans les Kaira, la scène finale des Kaira, c'est toute la Mafia Cafri réunie qui chante Pour ceux. Tu vois, il y a toujours eu du rap et des rappeurs dans chacun de mes films. Il y a toujours eu des BO avec que des gros noms qui ont accompagné chacun de mes films. Mais t'as dû quand même t'expliquer avec des rappeurs au téléphone. On va pas refaire l'histoire, mais il y a eu quand même voilà. Ouais, et c'est normal qu'ils aient besoin d'être rassurés parce que chacun d'entre eux me prêtait leur image en fait, tu vois. Et... Non mais même après. Quelques-uns, on va pas les citer, mais voilà. Sosomanes, par exemple. Ouais, mais Sosomanes, d'abord on s'est parlé depuis. Oui, tout voilà. Va bien. Après vous appelez au téléphone. Mais après c'est des histoires de point de vue, tu vois. Ouais. Mais il y a beaucoup de rappeurs marseillais qui sont très proches de lui, qui sont dans cette série et tout le monde est content d'y être. Hein. Grave. Adam, t'avais une question? Ouais, moi, Franck, j'ai une question. En plus, elle est technique, la question. Franchement, elle est technique. Ouais, abréviation. En 2018, t'as joué dans un film qui s'appelle La surface de réparation. Franchement, il était lourd. Et en gros, c'était un film qui parlait des coulisses du foot un peu. Exactement. Et donc, frérot, c'est quand tu nous fais une petite série sur les coulisses du football. Parce que nous, on est des bousillés. Et frère, il n'y a pas de série. En vrai, il n'y a pas de série qui existe, qui raconte des choses. Et pourtant, en vrai, dans le monde du foot, il y a carrément 10 fois plus de trucs à raconter que dans le monde du rap en plus. Écoute, t'as carrément raison. Pour la petite histoire, Anouar, il était en promo chez Daniel Riolo. Chez une radio concurrente. Qui est venu là. Il est passé nous voir. Et oui, d'ailleurs, il a parlé de Validé. Exactement. Et j'écoutais, puisque mon refrain, il fait l'émission, et je l'entends qui dit, tu dis, ton pote Gaston Bide, Validé, c'était super, maintenant, il faut faire une série sur le foot. Bon, je pense que le mec qui va faire la série sur le foot, s'il a fait bien, il va faire un toncard. Mais moi,
je dois vous dire la vérité, j'y connais rien. Et le coup dur. Ouais, le coup dur. Donc c'est pas moi qui vais la faire. Alors un truc. Ah non. Donc tu te sens pas légitime de la faire. Bah non, c'est dommage. À noir, chauffe-le. À noir. Chauffe-le. À noir. Non mais La vérité, moi, là pour le coup, je loue son honnêteté et sa sincérité de dire voilà, je m'y connais pas au foot, donc je vais pas m'y coller juste pour. Mais pourquoi tu l'as fait pas toi à noir avec l'assistant C'est vrai, en vrai. Bah ouais. Non. Moi, j'ai pas ce talent de réalisateur, vraiment. Ok, donc avant de valider saison 3, on aura le droit à Taxi 6. La meuf a passé commande, tu sais. Non mais la vérité, ah là là, je vois les commentaires. Taxi 5, c'est de la merde. Écoute, Le bâtard. non, la vérité c'est que tu sais ça a marché fort un Taxi. Et Luc Besson m'a insisté plusieurs fois pour qu'on fasse une suite. Parce que encore une fois, on aime pas. Chacun ses goûts. Écoute, moi je veux le 6, je te demande. Mais tu sais que les gens m'en parlent beaucoup en vrai. Hein, tu bah vois. Ouais. Le film a marché fort en salle, il marche à chaque rediffusion télé. Mais oui. En fait, c'est normal de te faire attaquer quand tu fais un film comme celui-là, puisque tu t'attaques à un monstre, tu vois. Et t'as que des coups à prendre en fait, tu vois. Et du coup, t'en prends. Voilà. Mais la vérité, c'est que le film a été un succès et que je vais même te dire, c'est Taxi 5 qui permet aussi que je fasse Medellin parce que c'est la première fois que on sent un peu en essayant de faire mieux, mais ouais, en fait, ce métier, c'est des étapes, quoi, tu vois. Et quand Luc Besson m'a confié les clés, d'abord lui, il en est très content et il aimerait bien qu'on en refasse. Mais j'apprends et puis ça me permet de rentrer dans la catégorie de réalisateur à qui tu confies des budgets comme ça et puis du coup, tu peux faire Medellin derrière, quoi. Ça marche, je vais patienter, ça marche. Et là, on va parler musique avec toi, Mike. Les gars, la musique et vous, c'est une grande histoire. Hein. Faut quand même rappeler, on l'a dit tout à l'heure, mais que t'as participé au plus grand clip de rap de tous les temps. Je mesure mes mots. Ouais. Souvent imité, jamais égalé. Hein, jamais. T'es toujours en contact avec les membres de la mafia Quinfri ? Ouais, certains. Rimka, Rof, ouais. Tu voudrais pas faire un petit biopic sur la mafia Quinfri, sur l'histoire ? Tu sais que ça, on m'en a parlé souvent. Mais ils m'en ont parlé, même eux, Demon One m'en a parlé, plusieurs m'en ont parlé. Mais je crois qu'ils sont pas tous d'accord, tu vois. Et du coup, sur une des personnalités de la mafia Quinfri, c'est envisageable. Tu vois, sur un focus sur Rimka, OGB, Kerry ou ROH2F. Écoute, je pense que ça serait plus faisable, mais la vérité, c'est que c'est l'histoire de ce groupe qui est incroyable, tu vois. Ouais, l'histoire est folle et ça n'a rien à envier à beaucoup de groupes américains. L'histoire est... Enfin, ils ont eu des morts, tu connais cette histoire par cœur. Il y a beaucoup à raconter sur la mafia Quinfri. Hein. Ouais, donc pas de biopic, quoi. Non, et puis surtout, je sais pas si je serais la bonne personne pour le faire. En tout cas, j'ai été flatté qu'ils m'en parlent. Donc, t'as connu et surtout vécu 30 ans de Peura, en fait, 30 décennies, 3 décennies. Qu'est-ce que tu retiens de l'époque NTM, Assassin, Aya, même si Solar ? Bah. Alors, j'ai une anecdote sur Bouge de là. Ouais. Je me rappelle très bien d'avoir acheté la cassette. Putain, les gens, cassette 2 titres dans un Walkman et tu la mettais et tu la retournais dans un Walkman. Oh, ouais, bah oui, je viens de là. Et après, moi, je suis évidemment très NTM, très IAM. Ouais. Et l'époque Mafia Quinfri, Funky Family, Sector A. T'en retiens quoi ? Putain, j'ai pas envie de dire c'était mieux avant. J'ai pas envie de dire cette phrase, mais putain, ça fait du bien aux oreilles là quand même. Hein. C'est beau ça. Ah, c'est incroyable. C'est légendaire. Et l'époque Nino Koba Jul. Ça va te mettre la tête au carré. Dans toutes ces époques, qu'est-ce qui t'a fait le plus kiffer en vrai ? Bah ouais, mais moi j'ai 40 piges, je suis obligé de te parler comme un mec de 40 piges. Ouais. Là, quand on a fait l'avant-première au Grand Rex, il y a Bustaflex qui vient, je kiffe. Tu sais, quand on a fait le... Il y avait Cut Killer aussi. Il y avait Cut Killer, Cut Killer il vient mixer à mes anniversaires, c'est la famille. Et puis lui aussi il est dans presque tous mes projets, Cut Killer en fait, tu vois. Il est même on l'a vu dans Taxi. Ouais. Il est dans les Kaira. Mais d'abord, moi j'ai le respect des anciens de ouf. C'est-à-dire quand je les vois, quand je croise Joey ou Cool Chain, quand je croise Akhenaton, je suis comme un enfant, je leur demande de me raconter des anecdotes. D'ailleurs, je vais vous donner une photo que vous allez pouvoir diffuser. J'ai une photo que personne n'a au monde. Au spectacle de Malik Bentala à l'Olympia, il y a Cool Chain qui vient et il y a Akhenaton qui vient. Et je les vois tous les deux et je leur dis et c'est mes potes les deux, mais tu vois, c'est compliqué les deux, tu vois. Et je leur dis on peut faire une photo et j'ai la photo que personne n'a de moi, Cool Chain et Akash. T'as réuni NTM et IAM. Marseille-Paris. J'ai cette photo. Ils font un sourire ou ils font la gueule les deux ? Non, ça va. Non, mais tu sais que ces deux-là, ça va. Si tu mets Didier là-dedans, ça va moins. Tu sais quoi, pour Medellin, je m'attendais à entendre ce son-là, tu vois.
Digo, c'est la jungle, dans nos rues, c'est Medellin. Ouais. Où ce son-là de Naps et Soul King. Faut le mini la la la, faut le mini la la la. C'est Medellin, la la la. Et tu vois, tu m'as pris à contre-pied, j'ai entendu ce son-là de Sofiane Pamar. Ça s'appelle Medellin aussi. Pourquoi t'as fait ce choix-là? Écoute, en fait, ça a été une grosse question parce qu'il y a des BO de rap qui accompagnent chacun de mes films avec plein de rappeurs, sans parler de Validé où il y a presque tout le monde. Mais là, il y en a pas. Là, il y en a pas. Et en fait, ça a été un parti pris de se dire, bah, viens là, je m'éloigne de ça et je fais un film avec que des refs colombiennes, des refs américaines. Et voilà, et bon, mais Sofiane Pamar, non, il n'y a pas Medellin, il n'y a pas ce morceau de Sofiane Pamar, mais je l'ai beaucoup écrit j'ai beaucoup écouté pendant que j'écrivais. Ok. Alors, les gars, avant de terminer, on a reçu quelques messages pour vous et on va vous les faire écouter, Fawzi. Ah bah ouais, puisque tu nous dis ouais c'est bien, je suis avec mes potes et tout. Mais t'es sûr vraiment de tes potes ou tu vois? Bien sûr que non. Ouais. Aucune confiance. Voilà un homme lucide. Tiens, est-ce que tu le connais lui? J'aimerais savoir pourquoi Franck a un lien aussi fort avec le Maghreb. Il a pas les épaules pour le citrong. Il a pas les épaules le citrong. Ah, j'aimerais comprendre ce qu'elle raconte là. Mais c'est que des private jokes, il est fou ce mec. Il est complètement fou. Je peux pas répondre à ça. Non, mais il parle du fait que oui, tous mes meilleurs amis, la majorité sont rebeux, mais on choisit pas ses amis. Enfin si, on choisit ses amis, remarque, c'est vrai. Écoute, je sais pas, Anouar, qu'est-ce que je peux dire à ça? Parce que Anouar, en fait, là, on est en promo comme si genre on travaille ensemble, mais c'est mon gars, on va en vacances ensemble, tu vois. Je sais pas, j'ai pas choisi. Cette phrase est embarrassante, Ragnar. Et lui là? Francky, est-ce que t'aimes bien les festivals? Il va comprendre. Mais c'est nul. Les Gusta Festival, amigo. C'est que des private jokes, je peux même pas vous parler. Donc ça, c'était Brahim. Ouais. Brahim Bouhlel. Bah écoute, je peux pas répondre à ces vannes. Voilà, c'est vraiment, ça me mettrait mal à l'aise. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se Non, passe? c'est que des private jokes qui n'ont aucun sens. Ouais, nous, Y a pas de dos. on aime bien, hein. Non, il y a pas de dos. Il y a un gros dos. Il y en a plein. Bon, Medellin, c'est dispo sur Prime Video. Je me demandais, parce que toi, Franck, qui fait des films aussi pour le cinéma et donc les plateformes de streaming, et c'est une question qui fait souvent l'actu, est-ce que pour toi, c'est deux modes de diffusion qui peuvent coexister? Parce qui coexistent. Hein. Non seulement qui coexistent, mais on sait maintenant qu'il y a des genres qui marchent pas vraiment en salle et qui cartonnent sur les plateformes. Par exemple, mon pote Alban Lenoir avec Balle perdue ou Aka en ce moment sont des films qui, très honnêtement, ou moi quand j'ai fait Sans répit par exemple pour Netflix, qui à mon avis sont des films qui n'auraient eu aucune chance en salle. Qui sont des films d'action, des polars un peu noirs. On sait maintenant que ce genre de film marche pas trop en salle. Et à l'inverse, sur des plateformes, ça cartonne de manière vraiment démesurée, quoi. C'est vraiment des gros scores. Quand je fais Sans répit, partout où je vais dans le monde, les gens me reconnaissent. C'est fou, en fait. Sans répit, on est arrivé en Colombie, les gens me connaissaient pour Sans répit, quoi. Tu vois. Mais tu dis que ça marche pas trop en salle parce que tu penses que c'est que les jeunes ne vont plus trop en salle et ils sont sur les plateformes et c'est pour ça que ça marche parce que ça plaît aux jeunes, ou c'est une toute autre raison? Je pense vraiment que c'est un genre. À cause du genre. C'est un genre parce qu'en vérité, les gens vont en salle. On sort d'une période très difficile pour le cinéma où on se demandait même si ça allait repartir. Et on sait maintenant que ça repart, tu vois, mais il faut qu'on se casse la tête, quoi. Il faut que les propositions donnent envie, tu vois. Mais il y a dans certaines cérémonies, tu vois, les Oscars par exemple, ils avaient récompensé, je crois que c'était l'année dernière, un film qui était diffusé sur Apple TV+. Même chose dans un festival en Italie. Par contre, le festival de Cannes, ils veulent pas en entendre parler. C'est qu'il y a quand même, c'est pas une guerre, mais que c'est compliqué en fait les relations. Bah, ça se fait doucement, mais ça se fait. Hein. Il y a des super productions Netflix qui ont été présentées à Cannes déjà. Mais c'est pas des super productions étiquetées populaires, quoi. C'est quand même des choses qui sont. Le Scorsese avec De Niro qui Irishman, c'est un film Netflix, hein, tu vois. Donc t'as vu le casting, quoi. C'est XXL. Ouais, bien sûr. Écoute, moi j'ai l'impression que c'est en train de se mettre en place tout ça, et que ça se complémente et que pour nous spectateurs, en tout cas, c'est nous les gros bénéficiaires de ça en fait, parce qu'on a un choix immense, quoi, tu vois. En tout cas, Medellin, c'est dispo sur Prime Video. Merci les gars d'être passés nous voir. Et vous savez quoi regarder ce week-end. Allez voir absolument. Ça déchire.